Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 349. Aujourd'hui on monte dans la cage pour parler de l'UFC 319 et de la ceinture des moins de 84 kilos qui va se disputer entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev. La terreur, Khamzat Chimaev, l'un des deux, perdra donc son invincibilité à l'UFC. À l'issue de ce combat on vous donne les enjeux de ce fight dont le résultat sera aussi très important pour l'avenir de Nassourdine Imavov. Et à mes côtés, pour en parler aujourd'hui, comme d'habitude, le pilier du RMC Fighter Club, Baba. Salut Baba. Salut Charles. Ça va ? Ouais, ben écoute, on va discuter d'un combat qui me fait mal à la tête et essayer de s'éclaircir un petit peu les pensées. Ouais, il te fait mal à la tête, je pense que les deux auront mal à la tête aussi après le combat parce que ça risque d'envoyer. Et puis on est très content aussi d'avoir Yacine Zaouini avec nous pour la première fois dans le RMC Fighter Club. Ça va Yass ? Bah écoute, ça va super, ravi d'être avec vous pour débriefer cette belle affiche. Je suis hypé, ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de mal en fait à évaluer un fight, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Yacine évidemment que vous retrouvez sur beaucoup de contenu RMC Sport Combat et que vous retrouvez aussi envoyé spécial reporter sur certains des gros numérotés de l'UFC avec beaucoup de voyages. T'étais à la New Orleans, à la Nouvelle-Orléans pour le 318 par exemple, et puis tout au long de l'année tu voyages pour l'UFC pour RMC Sport. Ouais exactement, j'ai fait la Nouvelle-Orléans pour Ray Holloway, l'International Fight Week où j'ai pu voir l'explosion du phénomène Ilia Topuria. Puis la plupart des numérotés finalement j'ai eu la chance de couvrir pas mal d'événements cette année, donc belle expérience. En tout cas on est content avec Baba de pouvoir vous recevoir, Anthony Sterpini, toi et les autres peut-être de la rédaction pour parler, pour avoir aussi vos éclairages sur les événements qu'on a la chance de pouvoir vous briefer, vous débriefer dans le RMC Fighter Club. Allez, aujourd'hui on va se demander si DDP et son style si particulier va pouvoir être le premier à mettre du rouge sur le palmarès de Chimaev. C'est parti pour le RMC Fighter Club. Les gars, petit retour, comme j'aime bien le faire, sur le contexte. Le dernier PPV, il était donc à la Nouvelle-Orléans, on l'a dit. Cette fois-ci, on fait 1500 km vers le nord des États-Unis pour aller à Chicago. C'est la 8e fois que l'UFC y organise un événement. Entre 2012 et 2016, il y en a eu 5 et c'était tous pour des UFC on Fox, donc des sortes de Fight Night. Et depuis 2018, il n'y a eu que des numérotés à Chicago. En 2018, justement, pour l'UFC 225 et en 2019, pour le 238. 6 ans après, leur regard revient donc. Pour l'UFC 319, il y a eu de belles guerres là-bas, comme le Whittaker Romero 2. Comme on l'a dit un tout petit peu dans l'intro, je pense qu'on peut s'attendre à avoir une autre belle guerre là sur ce 319 entre Du Plessis et Chimaev. Ouais, voilà, c'est sûr que c'est pas facile, en tout cas, et on va y revenir, de pouvoir s'avancer sur un pronostic. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on a deux combattants très agressifs, deux vrais guerriers, et en règle générale, c'est pas des mecs qui reculent, donc normalement, ça va faire une grosse opposition. Tu disais que c'est le combat peut-être le plus dur à pronostiquer pour toi. Au niveau de l'opposition, est-ce que tu es à peu près sûr de voir un combat qui va te plaire ou alors tu as un peu peur sur le mélange des deux styles ? Alors, je suis à peu près sûr de voir un combat qui va me plaire. Après, est-ce qu'on va voir un combat long en général quand on en parle avec tout le monde ? Il y a deux scénarios possibles qui ressortent. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Où Khamzat envoie la foudre dès le premier round et il finit très rapidement. Ou Dricus du Plessis réussit à laisser passer la tempête, il survit et potentiellement il peut prendre le dessus. Le reste de la carte, juste rapidement, qui est pas forcément dingue pour l'UFC 318, pour l'UFC 319. C'est vrai que sur le 318, on avait un Costa Kopilov, par exemple, en co-main event, qu'on avait dit de manière assez unanime, qui était pas forcément dingue. Là, on a Liron Murphy contre Aaron Pico. Sur le papier aussi, seulement sur le papier, c'est la première de Pico, transfuge du Bellator. Sur le papier, c'est pas un co-main event qui est dingue. Non, c'est pas une carte ouf, mais bon, on est toujours sur les mêmes impressions qu'on a depuis quelques mois maintenant, et ça va peut-être pas s'arranger, et le Fighter Club y reviendra, puisqu'il y a une grosse news qui a été annoncée avec la signature des droits pour 2026, et donc l'abandon du pay-per-view. Écoute, après, il y a pas mal de cartes aussi qui nous ont fait mentir. Sur le papier, ça ressemblait pas à grand-chose, et au final, ça a délivré dans la cage. C'est souvent le cas. UFC 300, par exemple, à l'époque, tu te souviens, tout le monde le critiquait. Et finalement, toute la soirée était dingue. On en parlait avec Yass tout à l'heure. On se disait aussi que peut-être on avait été un petit peu dur en preview, en tout cas, de cette carte, et qu'au final, elle était vraiment bien aussi sur le papier. Maintenant, on verra. Les débuts d'Aaron Pico, c'est quelque chose qui est attendu par tout le monde. C'est un athlète avec beaucoup de promesses, même s'il y a eu des petits dodanes sur son passage. Donc, on va voir.
À partir d'1h sur MC Sport, Thomas Desson avec Baba, tu seras en plateau aussi avec Thomas. On aura Hugo Pérez qui est en direct de Chicago, et puis il y aura des noms quand même, hein. Jessica Andrade, King Green, Kaya Sakura, Cannonier, Michael Page, Goff Neal. Voilà quand même une carte qui mérite d'être visionnée, avec un main event qui sera, on l'espère, à la hauteur des espérances. Allez, avant de se plonger dans ce combat principal, juste un mot sur le film Sauvage qui cartonne sur YouTube, beaucoup de vues déjà. Alors merci encore de donner de la force, parce qu'il est très très bon ce film. En plus, on apprend beaucoup de choses, et on va aussi essayer de vous rétribuer certains éléments qu'on a pu voir, découvrir ou pas, hein, dans ce film qui a été fait par les équipes de Nathan Franqui avec Anis Yatou, Valentin Thier accompagné de Joris Lopez et Baptiste Navarre notamment. Allez le voir, vous allez vous régaler. On y va aussi de notre côté, donc Dricus du Plessis, 31 ans, sud-africain, champion UFC des moins de 84 kilos, va faire sa 3e défense de ceinture contre Khamzat Chimaev, lui aussi 31 ans et encore invaincu en 14 combats pro. Bon, je mets le Topuria Makhachev un petit peu à part, mais si je dis que c'est à l'UFC actuellement peut-être le combat que le plus de personnes ont envie de voir, est-ce que je suis dans le vrai? Moi, je pense que oui. Ouais, je vais pas te faire une réponse longue. Oui. Je pense que oui. Moi, je pense que oui aussi. Hein. Tout le monde a envie de voir Chimaev pour la ceinture enfin. Tout le monde a envie de voir. En fait, moi, ce personnage-là, Khamzat Chimaev, je le vois un peu comme une semi-inconnue. Ça veut dire qu'on le sait tous que lui, c'est la lutte. Il l'a prouvé face à des gros noms. Maintenant, là, c'est, on va dire, la dernière étape pour devenir champion. Est-ce que ça va suffire de suivre un game plan si unidimensionnel? On va avoir la réponse. Ouais, en fait, juste l'un des combats que les gens auraient aimé voir, c'est en fait. Je trouve que c'est Chimaev qui cristallise beaucoup d'attentes autour de ce combat, parce que finalement, si on mettait DDP face à quelqu'un d'autre, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'attentes. Oui. C'est là où on se rend compte que même si, pour moi, on n'est pas sur les hauteurs d'aller chercher un mec qui dépasse le cadre du sport, type McGregor, type Khabib, Chimaev, c'est quand même un très très gros morceau. Il est très suivi sur les réseaux sociaux, et son style, comme disait Yass, Baba, il joue beaucoup. Les gens ne savent pas forcément ce qu'il va faire, même si on a quelques idées. Et c'est ça qui rend ce combat intéressant en preview, en avant-combat. Bah en fait, analyser un combat de Khamzat Chimaev en preview, c'est relativement simple, parce que tu dis à partir de quel moment il va plonger dans les jambes. Il y a des stats qui sont sortis, hein. Il met une vingtaine de secondes en moyenne, on va dire, pour plonger dans les jambes de quelqu'un et ensuite l'asphyxier. Donc la seule question à chaque fois, c'est est-ce qu'il va pouvoir le faire à tel adversaire ou tel adversaire. Et c'est vrai que toute l'intrigue, elle se trouve autour de lui, parce qu'il est arrivé en 2020, il est arrivé comme il est arrivé, en combattant 2 fois en 10 jours, en expédiant des mecs. On va revenir aussi sur ce qui est moins reluisant. Donc c'est un gros what-if qui est en cours de carrière, ce qui arrive pas régulièrement, tu vois, de demander qu'est-ce que ce mec peut être alors qu'il est en train de combattre. Maintenant, c'est vrai que, et je vais pas parler de manque de respect, mais je pense que c'est important aussi de se dire que Du Plessis, il apporte beaucoup d'intrigue, parce qu'il est sur une série qui est extraordinaire pour le MMA tout court. Il a battu les meilleurs de sa catégorie. Il est sur une série où il bat Whittaker, il bat Adesanya, il bat Strickland 2 fois. Si tu rajoutes Khamzat Chimaev à ce tableau de chasse, il commence à discuter avec les plus grands de son sport. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au final, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu regardes la win streak que les gars peuvent avoir. Si DDP gagne, il ajoute Khamzat Chimaev après Whittaker, après Strickland. Si Khamzat gagne, il prend Du Plessis. Avant, il prend Whittaker. Et avant, il prend Ousmane Kamaru. Je pense qu'on est vraiment pas mal. C'est peut-être comparable, bon, je vais avec des pincettes, à la win streak de Topuria, tu vois. C'est comparable, c'est dans le même monde en tout cas. Maintenant, Topuria, c'est très haut, ça va être dur de faire mieux que ça. Mais c'est dans ces sphères-là, ouais. Donc c'est oui. Moi, après je vais être volontairement un peu provoque, mais est-ce que finalement on surestime pas un peu le palmarès et la win streak de Chimaev parce que c'est Chimaev, tu vois, parce que à peine arrivé à l'UFC, on se disait déjà c'est un monstre, il va être champion. Il y avait déjà beaucoup de trucs comme ça qui ont circulé très très vite. Est-ce que t'as dit les noms, voilà, même je rajoute Burns aussi. Est-ce qu'on surestime pas un petit peu son palmarès? Bien sûr. En fait, c'est pas qu'on le surestime, c'est que on oublie volontairement le contexte autour de ces victoires-là, et c'est là où c'est important de contextualiser. C'est-à-dire que moi, je pense que, empiriquement parlant, c'est un combattant exceptionnel, tout simplement. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça qu'il rend les choses difficiles en preview, même contre les meilleurs de son sport. Maintenant, voilà, il y a des victoires dans les catégories inférieures. La victoire contre Kamaru Usman, le problème, c'est que c'est dans une catégorie où Usman n'a jamais combattu, en tout cas en MMA, parce que c'était sa catégorie en lutte, en short notice en plus, et avec les difficultés qu'on lui a connues.
Il a une victoire dans cette catégorie-là qui est importante, c'est celle contre Whittaker. Cette victoire-là, elle est à mettre à son crédit et c'est tout de suite une très grosse victoire contre un ancien champion qui est toujours bon. Donc ça, c'est clair que c'est bon. Contre Burns, c'est la catégorie d'en dessous, j'ai envie de te dire, pour moi, ça compte plus. C'est en welter, c'est bien ce qu'il a fait, sauf que c'est un middleweight aujourd'hui et qui combat pour le titre en middleweight. Donc, surcoté, oui et non, c'est difficile. Je sais pas ce que t'en penses, Yas, mais... Moi, je dis pas que le combattant est surcoté, hein, je dis son run. On est d'accord, on parle du run. Ah, oui et non, en fait, tu l'as dit. Alors, à préciser, avant d'établir mon propos, que Khamzat m'a fait mentir, hein, notamment contre Whittaker. Mes respects, je le voyais pas du tout. Toi aussi, t'as cassé ta bouche, quoi. Un petit peu, ouais. Pas autant qu'à Whittaker, mais comme tu l'as dit, Baba, en fait, Khamzat, c'est un phénomène qui arrive en trombe. Il a le record en fait à l'UFC aujourd'hui de la plus courte durée entre deux combats, 10 jours entre deux fights. Et 2 finishes en plus. Et 2 finishes, éclair. 66 jours pour faire ses 3 premiers fights à l'UFC. Toutefois, depuis septembre 2020, c'est 6 combats pour autant de fights annulés. Ouais. C'est ça. Alors, il y en a certains qui sont dus à lui, il y en a certains qui sont aussi dus aux adversaires. Il y en a un sur les 6 annulations, qui est dû à l'infection staphylocoque de Paulo Costa. Sinon, c'est lui, on a le souvenir qu'à un moment, il avait même pris sa retraite à cause du coronavirus. Donc en fait, aujourd'hui, Khamzat, j'ai énormément de respect. Il a prouvé que sa lutte était stratosphérique. Mais on en parlait tout à l'heure, Baba. En fait, Khamzat, aujourd'hui, même s'il valide la pesée la veille du combat, j'y crois qu'une fois que je le vois dans la cage. Tant que le crochet de la cage n'est pas fermé, t'es pas certain de le voir dedans, quoi. C'est toujours le truc qui plane autour de lui. Bah, je veux bien. On nous dit là qu'il faut peut-être arrêter de lui faire ce procès-là parce que tu comprends, il se prépare bien et qu'on a des insides, qu'il fait une prépa de fou, etc. Ouais, mais factuellement, et c'est même pas la pesée. Même si tu le vois à la pesée, t'es pas encore sûr. Donc, et il faut qu'il réussisse cette pesée-là. Donc ouais, quand la cage se fermera, il sera là pour son titre. Mais lui, il en est au point où il faut créer une série comme ça, où tu viens, où tu sais que t'es fiable et que à chaque combat, tu seras là. Là, l'UFC a pris un pari en le mettant main event. Et t'as vu de quoi on a parlé pendant 3 mois? De qui sera le backup, est-ce que ce sera Nassour? Finalement, c'est ni Nassour ni Caio. Voilà. Et est-ce qu'il faut un backup absolument? Tout le monde était clair et net qu'il fallait un backup. Alors que moi, déjà de base, je suis contre les backups. Donc, tu vois, et Nassour qui avait dit ici à ce micro, même si c'est 48 heures avant que je suis en Europe, on peut m'appeler, j'y serai. Voilà, donc il a dit qu'il serait prêt. Donc bon, Nassour s'il l'a dit, c'est que peut-être qu'il est encore prêt. Mais tu vois, ça prouve que tout le monde, tous les gars de cette KT, dans un coin de leur tête, quand Khamzat il est booké sur un fight, ils se disent, je ferais mieux de m'entraîner sérieusement. Quoi. Après, du coup, ça va avec son statut, mais il n'a pas le même traitement que les autres. Hein. Parce que quand tu plantes autant de combats pour autant de raisons différentes, ça peut être... alors, il y a des combats qui ne sont pas faits parce que question de passeport, de visa, etc. Il y a des combats qui ne sont pas faits parce que sa santé. Il y a des combats qui ne sont pas faits parce que la pesée. C'est quand même un CV qui est assez lourd à porter maintenant et qui lui colle aussi un petit peu à la peau. Pourtant, son image, elle n'est pas tellement dégradée par rapport à ça, je trouve, sauf auprès des vrais spécialistes. Et quand on prend un mec comme Tsarukyan, par exemple, qui a planté en début d'année Makhachev et qui, du coup, Makhachev a pris Moïcano pour un main, et c'était 24 heures à l'avance ou 48 heures à l'avance, un truc comme ça, ils n'ont pas le même traitement. Il y a quand même 2 poids, 2 faveurs à l'UFC. Ils n'ont pas le même traitement. Le statut aujourd'hui de Khamzat Chimaev est indéniable. En fait, c'est une superstar. Il vend, tout le monde veut le voir. Mais ce que je trouve de très bien là-dedans, c'est que finalement, est-ce que ça mettrait pas la lumière sur Dricus du Plessis qu'il mérite, au vu de ce qu'il accomplit? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, à mon goût, il n'est pas assez championnisé dans ce match-up-là, et en tout cas à l'approche de ce combat. Mais oui, c'est vrai que... en tout cas, il est pris comme un adversaire de valeur, de grande valeur même, et pour beaucoup, c'est l'adversaire le plus dangereux que Dricus n'ait jamais affronté, alors qu'il a affronté et battu les adversaires qu'on lui connaît. Après, oui, pour revenir sur la réputation qu'a Chimaev aujourd'hui, bah, c'est que même si Tsarukyan il est très fort, il n'est pas encore rentré dans l'imaginaire collectif comme Chimaev l'a fait lui. Il n'y sera jamais comme Chimaev. Je sais même pas s'il pourra vraiment. Jamais. Tu vois, non, c'est sûr. C'est une combinaison de quand il est arrivé, quoi. Chimaev, il était déjà alors qu'il était même pas à l'UFC. Il y avait déjà quelque chose, et puis en plus il arrive pendant le Covid, on l'a déjà dit, mais bon, il arrive quand tu regardes que ça et rien d'autre. Ça pète. Ouais. Donc forcément tu exploses, et à partir du moment où on l'a vu étaler Merchert et gagner, ou encore soulever, comment il s'appelle, Jingliang. Ouais, et le ramener devant Dana, bah, à partir de là tu dis ok, donnez-lui un combat
pour le titre, quoi, parce qu'on veut voir ce mec régner, dominer. Et en fait, les sports de combat, c'est ce qu'on aime. C'est ces dominations-là, ces règnes-là. Est-ce que lui, il est capable de le faire? Par rapport à ça, Yass, on regardait aussi l'autre jour ensemble. Du Plessis, il a aussi été à l'origine d'annulation de pas mal de combats, hein, finalement, dans sa carrière. D'après Tapology, en 2017, il se retire pour une blessure à la main. En 2019, pour des problèmes liés à la perte de poids. En 2021, à 2 reprises pour des raisons inconnues. Mais en tout cas, il est pull-up de certains fights. Est-ce que du coup, ça nous fait dire qu'on diabolise un petit peu trop les retraits de Chimaev? Moi, je me dis quand même que ceux de Chimaev, le problème, c'est ceux qui sont liés notamment, parce que les problèmes de santé, évidemment, ça arrive. Il a eu beaucoup de complications liées au Covid, mais les pertes de poids mal maîtrisées, ça montre un manque de professionnalisme. Quand en plus, il se présente à la pesée qu'il n'est pas au poids, qu'il lâche un grand sourire, qu'il provoque tout le monde, qu'il plante des fights, voilà. Est-ce qu'on diabolise trop ces retraits, ou sachant que d'autres fighters sont eux aussi comme des DP à l'origine de retraits? De mon point de vue, il y a une différence quand même entre les deux. J'ai l'impression que justement ces manques de professionnalisme qu'on a pu observer chez Chimaev, il remonte il n'y a pas si longtemps finalement dans son CV. Tandis que Du Plessis, on va dire à partir de Robert Whittaker, je trouve qu'il a vraiment franchi un step et on le championise pas assez, comme tu as dit, Baba. Ouais, c'est dur de comparer. Du Plessis, il y a eu cet historique-là. Maintenant, il y a eu problème de santé. Et vraiment, les retraits liés aux problèmes de santé de Chimaev, je lui en tiens pas rigueur, moi. C'est comme ça, c'est la vie de combattant, c'est pas facile. Ouais. Il a eu un Covid long, très long. C'est dur de revenir de ça. Donc, sur ça, faut pas être dur avec ça. Non, c'est ce qui a pu se passer avec le combat contre Ned Diaz, où tu vas faire changer une carte carrément, tu vois. Tu vas faire changer l'adversaire. Donc, au final, avec toi, ce que tu as fait de mal, bah t'as 4 mecs qui se retrouvent à combattre en short notice, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, ça, le public n'aime pas. Ce genre de truc, Jones, sa carrière avait pris un gros coup quand il a fait annuler une carte contre Dan Anderson à l'époque. C'est là où la première fois sa popularité a commencé un petit peu à tomber. Donc derrière, il a pris l'habitude de le faire. Hein. Voilà. Derrière, ça l'a moins dérangé. Mais ça, on sait que les fans de MMA n'aiment pas trop ce genre de choses-là. Maintenant, encore une fois, Chimaev, il compense. Il a réussi à revenir, à bien compenser depuis. Et quand il a battu Whittaker, je pense qu'il a regagné beaucoup de crédit par rapport à ça. Le fait qu'il se prépare bien et que visiblement là tout est ouvert pour qu'il arrive à la peser et qu'il soit là le jour du combat, si derrière il gagne, je peux même t'affirmer que ce sera derrière tout ça et que les gens vont oublier. Je suis d'accord. Et par contre là sincèrement je pense qu'il a aussi une grosse pression de l'UFC pour pas planter, hein. Parce que si le backup a pas été confirmé, c'est encore un peu flou, que le co-main c'est Leon Murphy contre Aaron Pico, je pense que si là il est out du fight, que ce soit une semaine ou enfin voilà, là on est maintenant dans les derniers jours, donc bon, il y a les embedded qui sont sortis, on voit qu'il est là, on voit que tout va bien, il a le sourire, il montre des images plutôt décontractées, mais on sait jamais. Mais je pense qu'il a aussi une grosse pression de l'UFC en ce moment pour essayer de bien se présenter samedi soir à Chicago. Avant de se demander si c'était le combat logique à programmer dans la catégorie des poids moyens, sachant qu'il y a un certain Nassourdine Imavov qui est contender numéro 1, on va revenir sur le parcours de Dricus Du Plessis et de Chimaev, à la fois très éloignés, qui sont très éloignés les uns des autres, mais aussi avec quelques similitudes, on va le voir. Place au champion DDP, début pro en 2013, son bilan actuel est de 23 victoires pour 2 défaites. C'est rare pour des combattants avec autant de fights et autant de succès, mais il a connu que 3 orgas en fait dans toute sa carrière, dont la première chez lui en Afrique du Sud, c'est l'EFC, et c'est certainement aujourd'hui la plus grosse organisation africaine qui organise des événements régulièrement sur le continent africain. C'est un bon tremplin quand même pour briller. Il a de la chance puisque cette organisation est en Afrique du Sud, son pays. Donc c'est là qu'il a pu faire ses premières armes, y rester longtemps et prendre son premier titre de champion. Ouais, ça permet de créer une vraie expérience. Quand tu commences à monter, tu es sur les organisations, ce qu'on appelle régionales, donc que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. La vérité, c'est qu'en Europe, tu as le très haut niveau, avec le Cage Warriors, avec le KSW et tout ça. Et que dans le reste du monde, c'est un peu moins évident. Aux States, tu avais le LFA, tout ça. Et en Afrique, c'était une organisation vraiment qui a permis, et on l'a vu, avec des Manon Fiorot qui sont arrivés derrière à très haut niveau et compagnie. Donc, le fait d'être devenu champion là-bas, c'était une étape importante qui lui a permis de se préparer et puis surtout d'arriver un petit peu comme un sous-marin, tu vois. D'arriver en mode on va me laisser travailler, on va me laisser monter. Il a pu s'adapter au niveau de l'UFC et progresser et arriver à la ceinture. Il a été champion à l'EFC et puis malgré une défaite sur son chemin et surtout 11 victoires, il gagne tout, il gagne avant la limite, notamment avec 8 soumissions. Ouais. Donc là, il prouve beaucoup d'aptitude à ce niveau-là, alors qu'avant de passer pro, où il avait le plus brillé, c'était en kickboxing. Et c'était Yass peut-être déjà un indicateur assez clair du fait que ça pouvait être un combattant complet en MMA. Il arrive avec un bagage de kick, finalement, il arrive à réaliser beaucoup de soumissions.
et il a transformé tout ça en fait en un combattant complet en MMA. Exactement, un bagage très complet. En fait, il s'est construit un vrai CV avant d'arriver à l'UFC. Il arrive à l'UFC finalement avec un record de 14 victoires, 2 défaites, donc très solide. Passé par le KSW, a affronté des adversaires très solides, hein, notamment, je pense à Rafa Laratic, pour ceux qui connaîtront, champion des moins de 93 kg au KSW, donc déjà une catégorie au-dessus de lui. Et puis, ce bagage justement à la fois en kick et puis les soumissions au final qu'il arrive à placer en combat font que actuellement, Dricus du Plessis, c'est 23 victoires de défaites, 9 KO, TKO et 11 soumissions. Ouais. Donc, c'est complet, ouais. En fait, quand tu vois que tu as autant de soumissions, basiquement, quand même, tu vois le record, tu te dis, ok, c'est du lourd. Et en plus, maintenant, quand on connaît le style du gars, on se dit que c'est du lourd. Et en plus, il peut le faire de n'importe quelle position. Ça vient de n'importe où, en fait, avec Dricus. Et c'est ça qui le rend hyper dangereux. C'est marrant parce que quand tu me donnes son palmarès comme ça, avec son nombre de soumissions, normalement, tu me parles de n'importe quel autre combattant, je te dis, ok, c'est un grappleur qui cherche à prendre les gars, les mettre au sol et trouver une solution pour les soumettre. Alors qu'on sait pertinemment que c'est pas son style. Non. Tu sens que ces soumissions, pour la plupart, c'est des soumissions d'opportunité, parce que c'est un mec qui est très fort physiquement, qui a un gros cardio, et en fait, il soumet les mecs parce qu'il les fait abandonner mentalement avant, en fait. C'est là où quand tu vas donner une couleur différente à son palmarès, et que ça le rend si difficile à prévoir. La deuxième orga visitée par Dricus du Plessis, c'est le KSW. Tu l'as dit, Yas, pour 4 combats, et là il devient aussi champion. Je me dis quand même que dans sa legacy, il est passé par la plus grosse orga africaine, il est passé ensuite par certainement la plus grosse orga européenne, le KSW. Ouais. Derrière, il va dans la numéro 1 mondiale, l'UFC. Dans les 3, il est champion. Il fait même un retour à l'UFC juste avant de passer à l'UFC, alors qu'il avait fait le KS entre-temps. Il reprend la ceinture de champion. Enfin, il confirme en tout cas sa ceinture de champion. C'est bon pour la legacy, ça quand même. 3 orgas majeurs dans le monde. 3 fois champion. Je commence déjà à regarder dans le rétro et me dire, quand Dricus aura terminé, on pourra revenir sur ce qu'il a fait et se dire que c'était du très lourd. Il faut valoriser ces organisations-là. Déjà être champion du KSW et champion de l'UFC, mine de rien, il n'y a pas un grand monde qui l'a fait. Et vu ce qu'est en train de devenir le KSW aujourd'hui, je pense que après coup, quand tout le monde regardera dans le rétro, et comme je dis toujours, quand les gens regarderont les lignes sur Wikipédia, tu te rendras compte qu'il a fait une grosse carrière. Ouais. Toi, la carrière de DDP aussi, elle t'impressionne déjà quand tu regardes l'intégralité, au-delà de techniquement ce qu'il donne, la photographie globale des orgas, des ceintures? Évidemment. Quand on voit, on l'a vu pas mal de fois ces dernières années, les champions de grosses orgas type Bellator, PFL, KSW, qui transitionnent ensuite à l'UFC, ça fonctionne pas toujours très bien. On pense à Patricio Pitbull cette année, on pourrait en citer beaucoup. On aura Aaron Pico justement à voir. Après, pour Pitbull, par exemple, c'est des mecs qui arrivent aussi plus vieux. Chandler, qui est arrivé du Bellator. On a eu Ben Askren dans le passé aussi. Ben Askren, c'est d'autres moments de leur carrière, non? Le problème c'est ça, c'est que ces mecs-là, ils ont duré. En fait, la différence entre ces mecs-là et des gars comme Du Plessis, c'est que ces gars-là ont fait toute leur carrière dans d'autres organisations, ils sont arrivés à l'UFC à la fin parce que l'opportunité, elle était là et que ces mecs-là, ils voulaient pas arrêter sans être passés par l'UFC, évidemment. Donc, ils sont arrivés très tard. Lui, il est arrivé beaucoup plus tôt et ça a donné ce que ça a donné. Ouais. Ce qui est assez fou aussi en regardant les temporalités, ils arrivent au même moment, à quelques mois après Ramzat et DDP à l'UFC. Ouais. Et quand tu vois à quel point tout de suite il y a une lumière qui est mise folle sur Ramzat, alors que DDP, franchement, quand il arrive, même s'il fait 2 grosses victoires déjà avant la limite pour arriver à l'UFC, enfin en arrivant à l'UFC, la lumière, elle met du temps à arriver sur lui. Hein. C'est même pas qu'elle met du temps, c'est que moi, on va être très honnête, même si je suis tout le MMA, donc je savais qu'il était champion de l'UFC. Pareil. Je le calcule pas. Moi, je te donne un exemple. J'étais pour le Gan Jones à Vegas, et il y avait nos confrères de Canal+ International qui étaient là. Et du coup, comme c'est une chaîne qui est retransmise en Afrique, ils prennent des DP. C'était juste à côté de nous, mais tout le monde s'en foutait. Hein. C'est-à-dire, on était en mars 2023. Donc il y a 2 ans et demi, tout le monde s'en foutait. Alors évidemment, nous on avait Gan Jones, etc. Mais c'est-à-dire on l'a vu passer, on a fait ah ouais c'est lui machin, mais terminé. Tu vois, c'était un mec un peu lambda quoi. Et finalement c'est par ses performances pures en fait qu'il a réussi à attirer la lumière vers lui. D'où ce que je soulignais tout à l'heure justement. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment le combat contre Whittaker qui lui fait passer un step. Il y a le combat contre Derek Brunson avant qui illustre très bien la façon dont tu décrivais Dricus du Plessis tout à l'heure. C'est que premier round très compliqué et deuxième round
tu as Derek Brunson qui abandonne clairement. C'est-à-dire que vraiment, à 1 seconde de la fin, il arrête de combattre. Ouais, ils en veulent plus. C'est littéralement, ils en veulent plus. Tu veux plus combattre avec un mec comme ça parce que t'as pas la solution, t'as mal et t'es fatigué. Mais c'est intéressant le point que tu soulèves, Charles. Toi, est-ce que il y a un moment où tu l'as vu en Fight Week où tu t'es dit, ce mec-là, il a peut-être un peu changé de statut ou Je le vois surtout sur les réseaux. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, Dricus du Plessis, pas encore. Mais surtout sur les réseaux sociaux et surtout dans la façon dont il est à l'aise en fait à communiquer, à envoyer des messages. On sait que notamment au niveau du trash talk, il est très très bon. À chaque information qu'on a eue, notamment à l'annonce du fight contre Chimaev, il a direct répondu je pense que je vais affronter Nassourdine Imavov en fait. Directement, il est taquin. Et c'est aussi ce qui fait qu'il prend l'ascendant en fait. Ça, dans le film Sauvage, on le voit bien. C'est très très bien montré ça dans le film. Quand tu vois en conférence de presse Adesanya qui tape sur la table, qui part en pleurant, et tu le vois dans les backstage, il se dit pourquoi je suis sorti de moi comme ça. Comment le mec il a réussi. Il dit non c'est bon, je vais revenir, etc. Mais il a les larmes aux yeux, il a envie d'exploser. Ça on le voit. Moi je l'ai pas vu venir comme un personnage aussi fort. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de ce moment à Vegas, c'est là aussi où il commence à avoir, alors peut-être qu'il l'avait déjà fait un petit peu avant, mais ce qui a beaucoup joué aussi dans le côté qu'il puisse aller chercher les gros, notamment Adesanya, c'était le côté je vais être le premier champion africain. Exactement. Ça, je pense que dans la com, ça a beaucoup joué parce qu'on se rappelle qu'il y avait Francis Ngannou, Kamaru Usman et Israël Adesanya, originaires d'Afrique, mais qui ne se sont pas formés, dirons-nous, au MMA en Afrique, qui se sont exportés, alors que lui est resté chez lui en Afrique du Sud. Donc en gros, sa com, c'était je serai le premier champion réellement africain et être champion à l'UFC. Moi, je pense que ça a beaucoup joué dans sa popularité aussi. Ah mais bien sûr, quand il met directement les pieds dans le plat, c'est-à-dire que bien sûr que tu es africain, mais tu es blanc en Afrique du Sud, avec tout ce que ça comporte historiquement. C'est l'époque des 3 rois, donc c'est comme ça qu'on les appelle, les 3 rois africains qui sont champions de l'UFC. Tout le monde parle de faire un event en Afrique, où on va le faire parce qu'il faut absolument les mettre en avant, ces mecs-là. On l'attend. Je comprendrai jamais comment ils ont pu fumble ce bag-là à ce point-là, d'ailleurs, mais bon, bref, un jour on en parlera. Et lui, comme tu as dit, il arrive derrière en disant vous êtes bien gentils, vous tous là, mais vous êtes des expats. Il n'y a qu'un seul Africain ici, et moi je serai champion en restant en Afrique. Mais évidemment que tu vas tous les énerver. La bonne com, et ça a marché. Et c'est peut-être là où il a commencé à rentrer dans leur tête, et notamment sur Adesanya, qui est aussi très fier de ses couleurs, très fier de ses origines, et qui a parlé notamment de son père, beaucoup, etc. Et c'est vrai que se dire, le mec qui rentre dans ma vie comme ça, il essaye de refaire ma story à moi, je pense que ça a commencé à mettre un petit problème dans la tête d'Israël. Exactement. Mais en fait, pour moi, il a tout compris, Dricus du Plessis. C'est le professionnel par excellence qui prend du recul sur ce qu'il est. Alors oui, c'est un combattant. Oui, il est concentré sur ses entraînements et sur ses skills. Mais il a compris qu'à l'UFC, il n'était pas seulement dans une ligue sportive, il est dans une entreprise. Et son destin, il le force. Tu parlais justement de la rivalité qu'il crée avec Adesanya. Je pense que déjà, c'est ça qui lui permet d'obtenir un fight intermédiaire, on va dire ça comme ça, avec Robert Whittaker. Il va dans la cage, il fait le travail. Et l'UFC, en fait, il leur sert un produit. Tu vois, il parle de rivalité, justement, d'être le premier champion africain. Forcément, Adesanya, et puis il le fait tellement bien, en fait, il utilise tellement les bons mots qu'Adesanya est touché. Donc, il renvoie la balle. Et en fait, il donne clairement un produit à l'UFC. Allez, on va parler de Borz maintenant. On a vu DDP qui est passé pro à 19 ans. Et 19 ans, c'est l'âge auquel Khamzat lui quitte la Tchétchénie pour aller en Suède. Ils ont le même âge, mais Chimaev passe pro lui en 2018, 5 ans après Duplessis, du coup. Ça fait quand même une grosse diff dans l'expérience. Donc moins d'expérience pour lui dans la cage, mais il est invaincu. Et depuis le début de sa carrière, on voit qu'il se cherche au niveau des catégories. Sur les 5 premiers combats, il a fait 4 fois des poids différents, avec des catchweight, avec des welter, avec des middle. Est-ce que vous trouvez que ce côté-là, un peu, ça part dans tous les sens, je sais pas, ça fait le personnage, tu sais, on l'avait dit pour John Jones par exemple. On avait dit John Jones, en fait, s'il n'était pas fou en dehors de la cage, peut-être qu'il serait pas le combattant qu'il est dans la cage. Est-ce que ce côté-là, un peu dingue, que veut montrer aussi Chimaev, ça joue sur son style dans la cage et ça lui permet d'avoir cette folie qui lui permet aussi d'être bon dans la cage? C'est factuel. Je pense que sa personnalité, elle fait son style, elle fait sa détermination. La détermination qu'il montre dans la cage à te faire mal. Tu sais, il y a des combattants comme ça. Il y a des combattants qui sont d'excellents sportifs, des athlètes, qui vont venir dans la cage et qui vont te faire mal parce que c'est inhérent à ce sport. Puis t'as un mec comme Khamzat ou les mecs comme John Jones qui ont un malin plaisir à te torturer. Et lui, il rentre dans cette catégorie-là. Et comment tu l'expliques? Mais c'est par rapport à son histoire personnelle. Le mec, quand il arrive en Suède, je pense qu'on a tous vu dans un documentaire ou dans une vidéo où il dormait dans la salle là-bas.
Bah oui, il faut être timbré pour Une dormir remise, dans quoi. une salle comme C'était- ça. Il faut ouais. être timbré pour dormir dans un truc comme ça parce que tu veux combattre et que tu veux t'entraîner 3 fois par jour. Il faut je dis toujours, hein, quand je dis il faut être timbré, peut-être que vous allez croire que je parle négativement. Je dis à tous ceux à qui j'enseigne la boxe que si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu timbré. Je le dis toujours. C'est un sport où il faut être un petit peu décalé, on va dire, pour Ouais. le faire. Et puis après, eux, c'est un niveau extrême. Lui, il est obsédé par son sport et tu sens quand il est dans la cage, l'énergie, elle est différente, tu vois. Elle est réellement différente. C'est pas je t'ai fait mal et puis à la fin, on est fair play. Même quand le combat il se termine, t'as l'impression qu'il veut peut-être repartir encore une fois. C'est Ouais. peut-être pas assez Bah, pour lui, tu vois. Bah là, il y a plein de témoignages qui viennent. Déjà, il le dit, hein, c'est son frère qui lui a dit après 2 combats UFC, mais arrête de dormir dans la remise. Ouais. Tu vas te professionnaliser, on va te mettre dans un bon environnement, tu vas avoir ce qu'il faut, une plus grande maison, une plus grande chambre, etc. Arrête d'aller dormir là-bas. Ouais. Donc c'est là où il a commencé à changer un petit peu son mode de vie. Il y a aussi Tsaroukian qui a tourné avec lui là, et qui dit mais le mec, quand on arrête l'entraînement, il veut y retourner. Ouais. On est obligé de le surveiller, on est obligé de mettre quelqu'un sur son dos pour lui dire non, tu vas te reposer, c'est terminé l'entraînement. Il y a plein de témoignages comme ça. Il y a aussi Gustafsson, on le voit dans le film. Ouais. Gustafsson, qui est quand même un monstre, qui est Alexander Gustafsson, les 2 combats contre John Jones, etc. Il dit j'ai jamais tourné avec un mec aussi fort. Et ça dès le début, avant même qu'il commence à être plus fort, à être encore plus puissant. C'est des témoignages qui sont assez dingues en fait, et ils sont répétés. Bah exactement. En fait, c'est un autre paramètre à prendre en compte avec Khamzat Chimaev, en plus de tout ce qui fait son instabilité, en fait, c'est le surentraînement. Mais qu'à ce stade de sa carrière, justement, un gars comme Arman Tsarukyan qui s'est entraîné avec lui le souligne, c'est-à-dire que le gars a besoin d'être cadenassé, en fait. Il a besoin d'être limite sous tutelle. À l'aube d'un combat de championnat à l'UFC, tu peux pas faire plus haut dans le MMA. Bah, le gars a quand même besoin de se contenir, en fait. Et il a besoin d'un intermédiaire. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Baba, quand tu disais il a fait le déplacement en Suède pour s'entraîner 3 fois par jour, je pense que 3 fois par jour, t'es bien gentil. Parce que de ce qu'on me disait, j'ai interviewé Ilian Bouafia, combattant français, justement, là, qui combat au Contender Series, qui a été le sparring attitré de Khamzat Chimaev en Suède. Il l'a accompagné plein de fois dans ses Fight Week pour ses combats. Il me disait qu'en fait, il ne s'arrêtait jamais. Ouais. Et la façon notamment dont il devient le sparring de Khamzat, je crois que c'est une des premières fois qu'ils sparent ensemble. C'est-à-dire qu'après une séance au sac, où la séance est censée être terminée, et bah, il dit, bah, en fait, toi, j'ai envie de tourner avec toi. Donc, Mais après, c'est fou. Baba, question con au coach, mais c'est bien ou c'est pas bien d'avoir un mec comme ça? C'est trop ou c'est bien en fait, tu vois, pour avoir une carrière, comment tu le vois toi? Non, c'est pas bien. Ça peut pas être bien. Le surentraînement, déjà, c'est pas bien. C'est jamais été une bonne chose. Tu peux arriver dans un combat surentraîné et donc sous-performé. Et il y a plein d'exemples. La deuxième, c'est que si tu veux avoir une carrière relativement longue, et je dis longue pour le MMA, hein, c'est-à-dire que je te parle pas de 20 ans, là, hein, je te parle juste d'une carrière longue, grosso modo 10 ans. Si tu veux durer dans ce sport, et surtout si tu veux durer en tant que champion, eh ben, il faut manager tes moments de récupération, tes moments de repos. L'entraînement, c'est quelque chose de global. C'est pas UFC 3 ou je sais plus comment il s'appelle là, la console, où tu rajoutes des points à chaque fois que tu fais un entraînement, tu vois. C'est pas comme ça la vie, tu vois. C'est tout un ensemble de choses. Il y a s'entraîner au niveau, tu t'entraînes à la salle, tu sais très bien que tu vas pas faire lundi au dimanche tous les jours la même séance, surtout si tu décides que tu vas faire de la force. Donc son style en plus, il est tellement demandeur en énergie que c'est jamais une bonne chose. Mais maintenant que je t'ai dit tout ça, et c'est 20 ans que j'entraîne des gens, j'ai jamais eu quelqu'un comme lui, moi. Moi, j'ai jamais... quelqu'un qui s'en approche, toute proportion gardée, mais j'ai jamais eu quelqu'un comme ça. Au niveau de l'implication? Au niveau de l'implication, de la volonté de s'entraîner 3 fois par jour, bah, visiblement, c'est de pas vouloir s'arrêter de s'entraîner, de dormir dans la salle, etc. Ça veut dire de manger combat, penser combat, dormir combat, récupérer combat, entre guillemets. Tu peux pas combattre en MMA, bah, tu vas faire un combat de lutte contre Hermansson, tu vas faire un combat de grappe contre je sais pas qui. Ouais, ça va. Moi, j'ai jamais eu ça. Ouais, ça va un peu dans tous les sens. Il y a du bien et il y a du moins bien. Et pour l'instant, ça a payé à chaque fois qu'il se présentait dans la cage. Mais forcément, il y a aussi des parties peut-être un peu plus négatives sur cette prépa. Et on verra si contre un gars comme Dricus, ça colle. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui, les gars, de pouvoir revenir sur chacun de ses combats parce qu'il a fait, lui, plusieurs orgas aussi. Il est passé par le Brave notamment. Puis il est arrivé à l'UFC. Juste, c'est vrai qu'on va tous être d'accord, je pense, pour dire que le marqueur, maintenant, le seul qu'on va retenir, c'est son dernier combat contre Whittaker. Comme d'hab, il est allé coller dès le début. Et puis là, il a carrément réussi à casser en fait quasiment la mâchoire de Whittaker. En fait, moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est Whittaker l'a dit derrière, j'avais un problème depuis petit, fallait que je me fasse opérer, ça va être l'occasion de faire les réparations qu'il faut maintenant. Mais quand même, Whittaker, c'était 34 combats pro, personne lui avait jamais fait ça. Ouais, moi, c'est ça que je retiens en fait.
C'est... Il y a cet antécédent justement que tu as mentionné. Whittaker avait un problème quand même à la mâchoire. Ça retire évidemment rien à la foudre que Khamzat Chimaev a envoyé. Takedown au bout de 13 secondes et Whittaker, on peut rien lui retirer. Hein. Son positionnement dans la cage, il est parfait. Il défend très très bien. Après, justement, il y a cette mâchoire qui vient l'arrêter et qui le force à taper, je pense, instinctivement. Mais pour moi, il défendait bien. Et justement, c'est un paramètre à prendre en compte dans ce match-up avec Dricus du Plessis. Parce que si Dricus réussit à défendre de la même manière et qu'il laisse passer l'orage, quid d'un Khamzat Chimaev sur plus de 2 rounds? Il a une moyenne de temps de combat justement de 6 minutes et quelques secondes. Ça reste une inconnue en fait, on l'a jamais vu. C'est complètement d'accord avec toi, et en même temps, j'en ai marre de parler de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est particulier parce qu'on a suffisamment de data maintenant pour comprendre que clairement c'est compliqué après coup, et en même temps, je me dis à quel point le cutting à 77 le tuait. Le combat contre Ousmane, je pourrais jamais dire dans quelles conditions de préparation il l'a abordé, surtout en ajoutant le fait qu'il sortait d'une longue maladie, etc. Je sais pas, c'est particulier, ce que j'ai envie, c'est un élément très important, et en même temps, j'ai comme une petite impression qu'on en fait peut-être beaucoup sur ça, je sais pas. C'est marrant que tu mentionnes le fight contre Ousmane. Pour moi, justement, c'est ce qui crée les plus grandes réserves sur Chimaev. Un Ousmane qui arrive en quelques jours de notice, donc qui arrive sans camp de préparation. On connaît le bagage en lutte d'Ousmane, on sait que c'est exceptionnel, on sait que, on a vu tous des compilations d'analyse de défense de Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev, il fait pas un pas de travers, il fait tout ce qui est parfait. T'as juste un extraterrestre en face de la lutte. Il prend Khamzat, il me semble, sur son dos pendant quasiment tout un round, il réussit à ne pas se faire étrangler, il panique pas. Maintenant, on a vu ce que ça donnait sur le 3e round, il y en a qui disent qu'il s'était blessé, il y en a qui... Je suis d'accord, et attends, je suis pas en train... C'est bizarre, parce que je suis en mode avocat là de Khamzat. Mais non, mais je me dis juste que, est-ce que c'est justement parce que c'est pas Ousmane qui est exceptionnel, et que c'est quelqu'un qui, dans ce domaine-là, est probablement toujours prêt, tu vois, à pouvoir, comme tu l'as dit, techniquement parlant, tactiquement parlant, se retrouver dans certaines positions et ne pas avoir peur de cette incertitude, parce qu'il maîtrise... Est-ce qu'on n'en a pas... on a trop minimisé le fait que c'était Ousmane en face, et pour se dire, votre gars là, en fait, après le deuxième, il est cuit, quoi. Alors moi, je suis d'accord avec toi, tu me connais, hein, tu sais que je suis un gros fan en plus de Kamaru Usman. Hein. Mais il arrive quand même sans camp de préparation, il arrive dans un contexte aussi au niveau de sa carrière qui est quand même compliqué, après la trilogie avec Edwards. Je sais pas, je suis mitigé, en fait, c'est même pas sa catégorie. Le fait que, en fait, Ousmane montre même pas, j'ai l'impression, la volonté de vraiment avancer, alors que tu sens qu'il y a l'ouverture. Après, une fois qu'on est dans la cage, on le sait tous, c'est différent. Hein. C'est facile à dire. J'étais sur mon canapé, mais non, c'est vraiment une inconnue que j'ai hâte de voir. Comme tu disais, on se fait des nœuds au cerveau et au final, on n'a pas forcément les réponses. On aura les réponses juste devant la télé. C'est là où le bas blesse, Charles, tu vois, parce que on veut simplifier le match-up. C'est un lutteur. Si dans la première reprise, il attrape, c'est chaud. Si Dricus dure dans le temps, là c'est pour lui. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Moi, le truc, c'est que en plus, quand je vois les styles, je me dis que c'est une inconnue de la part de Chimaev, mais c'est hyper inconnu chez DDP aussi. Tu vois, le style de DDP, quand tu reprends juste comment il amène au sol Adesanya, c'est juste fou. Il tombe au sol, il est par terre à plat ventre, il lui attrape les 2 jambes et le mec il tombe et derrière ça finit en soumis. Enfin. Tu vois, ça veut dire que c'est aussi difficile d'analyser en preview ce qui va se passer dans la cage du côté rouge que du côté bleu, quoi. Tu vois, c'est ça que je trouve fou dans ce combat. Bon, en tout cas, il nous reste très peu de temps parce que va falloir qu'on libère le studio, les gars. Juste un mot, est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit Chimaev qui ait eu ce combat plutôt que Nassourdine Imavov? Je suis pas surpris. Je vais c'est controversé, mais je vais dire oui, je trouve ça normal parce que ça reste un business, encore une fois. Et le mérite sportif, on a déjà expliqué 1000 fois que c'est pas suffisant à l'UFC. Mais moi, je veux qu'Imavov fait ce combat pour le titre. Donc, je suis dégoûté pour lui, mais je comprends tout à fait. Je suis totalement d'accord aussi. Hein. On sait que c'est pas le palmarès et les accomplissements sportifs qui comptent. On est dans un sport business à l'UFC. Donc, pas surpris que ce soit Chimaev, mais au final, plutôt content parce que ça nous permet d'avoir... à mon humble avis, le meilleur main event de tous les UFC Paris. C'est vrai. Donc, ça va sportivement, en tout cas, par rapport à l'enjeu. Même si on l'a dit, Gann, après Tuivasa, avait eu un title shot. Mais là, Nassourdine, en cas de victoire contre Caio Borralho à Paris, pour avoir un title shot aussi derrière. Moi, j'ai juste peur que si c'est Chimaev qui gagne, derrière la revanche, en fonction de la physionomie du combat,
Tu vois, si c'est DDP qui gagne, à mon avis, on évacue le problème Chimaev pour un petit moment. Par contre, si c'est Chimaev qui gagne, comment ne pas redonner une revanche à DDP, mais comment ne pas donner le combat à Nassourdine aussi. Donc il y a plein d'inconnus sur la suite du combat. Merci les gars, faut qu'on libère le studio comme je l'ai dit. Merci, on sait juste que à chaque fois qu'il combat, il est favori des bookmakers. Et là, il l'est encore assez largement, Chimaev. Est-ce que c'est votre favori à vous aussi pour ce combat? Non, moi je vais garder Duplessis en favori. Et c'est même si Chimaev est extrêmement fort, c'est à lui de créer dans la surprise dans une catégorie où il n'est pas si à l'aise que ça. J'avais dit après Whittaker que je parierais plus jamais contre Chimaev, mais je vais le faire, je vais mentir. Je vais donner DDP au 4e round. Et bah pour moi aussi, ce sera DDP vainqueur à mon avis, parce que franchement, ce qu'il montre est assez impressionnant. Je vois sa détermination aussi, que je trouve très rigoureux dans le travail, beaucoup de professionnalisation et un style tellement imprévisible et capable d'être bon dans tous les domaines que je vois aussi vainqueur de ce combat. Donc on verra si ça nous donne raison. En tout cas, on est tous les trois pour DDP. En tout cas, dans nos pronostics et dans l'analyse de ce combat, pas forcément dans le cœur, mais en tout cas, c'est ce qu'on prédit. Merci à tous les deux. Merci Yas d'être venu dans le Fighter Club. Merci à Baba comme d'habitude. Merci les gars. On se retrouve très très vite dans le RMC Fighter Club. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent autour de cette émission. Arthur Robert, Flavien Ziolkowski, Laurent Duploué. Merci à Julie pour la réalisation de cette émission. À très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.